Que s'est-il passé au cours des dernières 24 heures? Les deux attaques. On a le cas du détroit d'Ormuz, après le fameux protocole d'accord. Comme vous le savez, ce protocole a été signé entre l'Iran et les États-Unis. C'est votre protocole préféré d'ailleurs. Personne ne semble se soucier de ce qu'il contient. Et ensuite, on voit les États-Unis continuer. Ils essaient de gérer cette situation dans le détroit d'Ormuz. Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire avec cette opération Freedom, ou peut-être qu'ils l'appelaient Projet Freedom, qui a eu lieu avant la signature du protocole. Et maintenant, ils essaient de le faire dans le cadre du protocole, selon cette clause du protocole, qui dit en gros que l'Iran est responsable du détroit d'Ormuz. Ils doivent gérer le détroit. Ils doivent garantir la libre circulation pendant 60 jours, et tout ça. Et puis les États-Unis envoient des navires de guerre dans le détroit pour essayer de trouver une route alternative pour les pétroliers qui tentent de passer. Andrei, est-ce qu'il y a, d'après toi, quand on regarde les attaques, les États-Unis frappent à chaque fois dans le sud de l'Iran. Ils essayent, militairement, je ne sais pas quel est leur objectif, ni ce qu'ils cherchent à faire. Quelle est ta lecture de tout ça? Eh bien, ma compréhension est la même qu'avant. Je te l'ai dit dès le départ. Ce protocole d'accord, ce mou, ça ne vaut même pas le papier toilette. On peut le jeter à la poubelle. Ça ne sert à rien d'en parler. Franchement, tout ce que tu signes aujourd'hui avec l'Occident, ça ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit. C'est du vent, c'est n'importe quoi. Ils sont incapables de respecter un accord, tout simplement. Alors, discuter d'un document, même s'il passe, disons, par le Congrès, et qu'il est ratifié, donc il obtient une valeur juridique, ça reste sans valeur, parce que c'est ça la réalité de l'Occident moderne. Et donc, pour ce qu'ils essayent de faire, Trump a été battu partout. C'est un perdant. L'armée américaine aussi, ce sont des perdants. Soyons très clairs là-dessus. Alors, l'ambiance à Washington, d'après ce que je comprends, c'est qu'ils ont envie de frapper fort, de montrer quelque chose, comme pour dire qu'on n'est pas important, alors qu'en réalité ils le sont, parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à reprendre le dessus. Tout a commencé, évidemment, avec l'effondrement total de ces plans absurdes, imaginés par des amateurs de la CIA, du Pentagone et de Washington. L'idée qu'on pouvait faire s'effondrer la Russie, renverser le régime de Poutine et tout ce genre de choses. Ils ont tout misé là-dessus et ils ont échoué lamentablement. Ils ont été humiliés sur le plan militaire. Ensuite, vous vous souvenez de l'opération Prosperity Guardian. Les Houthis, des gens en sandales qui dépendent presque entièrement de la technologie iranienne. Et tout ça, eh bien, je ne me rappelle d'aucun succès pour ces missions. Vous vous souvenez, l'objectif était d'ouvrir le Bab el-Mandeb. La mer Rouge et tout le reste, ça a été un échec complet. Nous avons maintenant une situation bien plus grave avec Israël, qui contrôle en gros les États-Unis et leur armée et tout ce qui va avec. D'après ce que je lis, ils se font littéralement écraser, même selon Al Jazeera. Al Jazeera, c'est une sale petite, enfin, pas si petite, c'est financé par ces cheikhs, vous voyez, mais malgré tout, ils le reconnaissent. Le poste de commandement des forces armées américaines en Jordanie a été touché. C'est quand même quelque chose de très sérieux. Et un autre missile Patriot PAC-3 a été complètement détruit. Et d'après ce que j'ai vu, Bahreïn est aussi visé. Là-bas, il n'y a pratiquement pas de défense aérienne, ou alors très peu. Et oui, ça va continuer. Et maintenant, on voit que ça se passe aussi en Jordanie, et même plus loin encore. Et ils attaquent des bases militaires américaines, qui sont situées loin de la zone du Golfe Persique. Donc oui, ça va continuer, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Les États-Unis, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne savent pas perdre avec élégance. Il faut que ce soit une humiliation militaire totale. Et c'est ce qui est en train de se produire. Ils pensent que s'ils en veulent plus,
La seule chose que les États-Unis puissent faire, c'est de changer d'une manière ou d'une autre le résultat. Mais non, ce n'est pas le cas. Et que voulez-vous que je dise? Ça continuera jusqu'à ce qu'ils aient complètement épuisé ce qu'il restait de leur stock. Ils ne peuvent pas vraiment les reconstituer, ces arsenaux. Donc oui, il y aura... Enfin, M. Trump, vous l'avez entendu. Ce type, franchement, je ne sais pas dans quel univers il vit. Mais c'est comme ça, c'est lui. André, imaginons qu'ils essaient d'obtenir quelque chose avec ce raid. Est-ce que c'est réalisable militairement avec ce qu'ils font? Non, non. Comment pourrait-il y arriver sans en gros vaincre militairement le principal, enfin disons, le détenteur des clés du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire l'Iran? Ils prennent un risque. Et encore une fois, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Moi, je n'y crois pas. J'attends toujours 24, 48, parfois 72 heures avant de me prononcer. Mais on entend dire « Ah oui, on a touché un destroyer américain ». Peut-être, et j'espère que non. Je ne veux pas que ça s'envenime, mais ça va continuer. Ces tentatives, ces soubresauts, parce que ça ressemble vraiment à des soubresauts, pas à une opération sérieuse et réfléchie. Ce sont des convulsions. On se dit juste « bombardons quelque chose ». Déclarons quelque chose. Déplaçons 2 ou 3 destroyers vers, disons, les abords du détroit d'Ormuz. Immédiatement, ils se retrouvent à nouveau sous la menace d'être frappés par des missiles anti-navires ou par tout ce que l'Iran peut avoir. Alors, ils vont continuer à bombarder un peu partout, se replier, voir ce qui se passe. Parce que c'est la seule façon de faire. C'est en gros une répétition du Vietnam, à bien des égards. Vous savez, linebacker 1, linebacker 2. On les bombarde et on voit ce qui se passe. Ils bombardent, rien ne change et tout se termine à Paris en 1975. Et c'est exactement le même schéma aujourd'hui. C'est ça, la manière américaine de faire la guerre. Ils pourraient envoyer quelques forces spéciales. Ils pourraient bombarder certaines installations. Et ça s'arrêterait là. S'ils veulent mener une vraie guerre, il faudrait qu'ils instaurent la conscription aux États-Unis, qu'ils enrôlent, je ne sais pas, 2 millions de personnes, et qu'ils passent, disons, 2 ans à les préparer pour une guerre que les États-Unis n'ont jamais menée. Et ensuite, eh bien, ils essaieraient d'envahir l'Iran. Mais à ce moment-là, les Iraniens, qui sont des gens très sophistiqués, s'y attendraient. Ils anticiperaient ce qui va se passer. Et encore une fois, oui, le sort de la base américaine aujourd'hui à Bahreïn, le quartier général de la 5e flotte, est en train d'être réduit, disons-le, en bouillie sanglante. Alors, s'ils pensent qu'ils peuvent avoir des bases ou des zones de déploiement, enfin des zones d'assemblage, j'ai un message pour le Pentagone. Il résonne encore dans un schéma de 1945, vous voyez. Donc, évidemment, que voulez-vous que je dise? C'est leur seule façon de voir les choses. Bien sûr, ils ont aussi cette autre option, dite de Samson, qui serait, Dieu nous en garde, nucléaire. Mais là, évidemment, vous savez quoi? Les États-Unis deviendraient l'État paria. Et ça, c'est tout un autre problème. On ne va pas s'aventurer là-dedans. Voilà, c'est comme ça. À part ça, déplacer 2 ou 3 destroyers par-ci par-là, encore faut-il les équiper avec ce qu'on a pour ces destroyers. Tout ce qu'ils ont là, ce sont des missiles SM-6, SM-2 et SM-3, chargés dans ces 96 cellules. Au moins la moitié sont des armes d'attaque. Ils pourraient changer la répartition. Tu vois, au lieu de 48 et 48, ils pourraient mettre moins de Tomahawk, ceux qu'ils chargent dans les lanceurs MK-41, et plus de missiles SM-6. Ils ont aussi les ESSM, les Evolved Sea Sparrow Missiles, qui se lancent depuis le pont. Et c'est à peu près tout. Honnêtement, ils n'ont rien de plus. Donc, oui, ils peuvent tirer ces Tomahawks. Mais bon, ils vont voler quelque part, certains seront abattus, d'autres toucheront, je ne sais pas, une école maternelle ou quelque chose comme ça. Et après ça, quelle est la valeur de ces navires là-bas?
très faible. What is the value of those ships there? Very little. Very little, because they are becoming nothing more. Très peu, parce qu'ils ne sont plus que des cibles prestigieuses à la dérive. C'est aussi simple que ça. Et ils doivent prier pour que les systèmes Aegis et Spey-1D, ou le Spey-6, s'il s'agit des destroyers Harley-Burke de la version Flight 3 et suivante, fonctionnent correctement face à une salve massive qui arriverait. Voilà la situation. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas précis, la tactique détermine directement les résultats opérationnels et stratégiques. Et encore une fois, on ne peut qu'être là, à essayer de deviner ce qui se passe vraiment. Mais de toute évidence, les deux camps publient des déclarations contradictoires. À ce stade, je serai donc très prudent avant de prendre pour argent comptant quoi que ce soit qui vient du CENTCOM, vu tout ce qui semble se passer là-bas. Et encore une fois, il y a un autre danger de mine. Les mines sont là. Les Iraniens savent où elles se trouvent. On ne peut pas les déminer sans un règlement pacifique. Trump est incapable d'un règlement pacifique. Il est contrôlé par Israël. Il appartient à Israël. Washington, D.C. appartient à Israël. C'est aussi simple que ça. Et les États-Unis vont exécuter la volonté d'Israël. Israël et Netanyahou, en gros un cercle criminel, ont besoin d'une guerre. Sinon, il finit derrière les barreaux. C'est aussi simple que ça. Franchement, c'est vraiment très simple. Et donc, ça va continuer d'une certaine manière. Et l'Iran continuera de réagir. Ils ont évidemment beaucoup d'armes pour répondre. Voilà. André, ils ont réussi à faire croire en Occident que tout le pays s'effondrait. Tu te souviens comment tout ça a commencé? Ils disaient qu'il n'y avait plus aucun soutien pour le gouvernement, que tout s'écroulait de l'intérieur. Et maintenant, tu vois ces funérailles arriver. C'est incroyable. Franchement, de mon point de vue, je n'ai jamais vu ça. Personne n'a jamais rien vu de tel. Personne n'a jamais rien dit de tel. Oui, mais oui, c'est comme ça. C'est pareil avec Poutine, vous savez. Le régime de Poutine est à bout de souffle. Il est sur le point de s'effondrer. Les gens qui disent ça d'abord, il faut comprendre le niveau intellectuel extrêmement bas des élites occidentales. Prenez pratiquement n'importe quel professeur dans les sciences humaines. C'est de la fraude académique, ce qu'ils enseignent là-bas. Peu importe la discipline, c'est un domaine frauduleux en soi. La science politique, par exemple, ça n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un savoir-faire, c'est du vent. Ou le journalisme. Ils ne savent rien du monde réel. Ce sont une bande de gens formatés, des idiots diplômés, pour la plupart. J'en vois beaucoup enseigner dans les académies militaires américaines et dans les écoles de guerre. Ce sont de vrais imbéciles. Je peux citer Sarah Payne, Victor Hanson. Ils n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent. Et donc, oui, c'est pareil ici. Souvenez-vous, Khamenei n'est pas populaire. Le peuple se soulève. Et oui, 40 millions de personnes, soit à peu près la moitié de la population de l'Iran, ont fait leurs adieux à leurs dirigeants. Vous ne pouvez pas réparer ça. C'est impossible à réparer. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, à la CIA. Les gars, vous êtes des amateurs. Les vrais professionnels là-bas, à la CIA, eux, ils n'ont pas de promotion. Ils n'accèdent pas au pouvoir. Vous pouvez aller au Pentagone. C'est pareil. La plupart de leurs généraux et amiraux sont des amateurs. Ils vivent dans un monde imaginaire, un conte de fées fabriqué par Hollywood. Ceux qui sont vraiment compétents, qui ont de l'intégrité, encore une fois, eux n'arrivent jamais aux manettes du pouvoir. Est-ce que quelqu'un refuse de servir? Pas besoin de refuser, on peut toujours démissionner. Mais ça va ruiner votre carrière till votre avenir. Mais, je veux dire, on peut faire ça si on a de la conscience, si on a du courage. J'ai vu un seul major de l'armée de l'air américaine qui ait eu assez de cran pour se présenter devant le Congrès des États-Unis. La plupart sont corrompus, et les autres essayent juste de leur trouver des excuses, alors qu'en réalité, ce ne sont que des marionnettes. Ils servent, vous savez, leur maître israélien. Et ce type, qui n'est déjà plus vraiment un être humain normal, je l'ai vu parler. Il dit «
C'est un lapsus freudien, je pense. Il appelle ce drogué de Zelensky « Monsieur Poutine ». C'est dire à quel point il est obsédé par tout ça. En fait, c'est un rat acculé maintenant. Et c'est mauvais. D'accord? La seule chose qu'ils font, comme je l'ai déjà dit, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de la communication. C'est tout. De la propagande à la Goebbels, du lavage de cerveau. En termes d'application concrète des compétences managériales, scientifiques, technologiques et tout ce qui va avec, les États-Unis sont déjà militairement, comme je l'ai déjà dit, pas une nouvelle génération. Ils ont environ 20 ans de retard en matière d'organisation, d'équipement, d'art opérationnel et de vision stratégique de la guerre. Et que font-ils dans ce cas? Boum! C'est la seule chose qu'ils savent faire. Voilà ce qui arrive quand votre histoire est en grande partie inventée. Quand vous vous racontez ce conte de fées, selon lequel, oui, on aurait bombardé l'Allemagne nazie jusqu'à sa reddition. Bien sûr, c'est ça leur vision. Pas tous, attention, je ne fais pas de généralisation abusive. Mais les États-Unis, et l'Europe avec eux, subissent depuis les années 80 un processus de sélection négative. C'est à ce moment-là que ce genre de choses a commencé. Pour une raison ou une autre, que ce soit l'implication des services spéciaux, de la CIA, du BND ou du MI6, ou encore de leurs élites, on voit littéralement une dégénérescence de l'intellect, ou de ce qu'on appelle ainsi aujourd'hui. Et on le voit bien. Le niveau intellectuel, c'est celui du tiers-monde. Prenez n'importe lequel d'entre eux. Tout ce qu'on voit, ce sont des gens hypersensibles, émotifs, incapables non seulement d'accepter la critique, mais même d'accepter les faits. C'est ça, toute la tragédie. On ne peut pas venir leur dire « voilà le fait, voilà la preuve empirique ». Ils le nieront. Ils partiront parce que c'est ce qu'ils sont. Ce sont des gamins, des enfants gâtés. Voilà ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'on forme dans les universités de l'Ivy League. Une bande d'imbéciles. Voilà la réalité. On dirait que l'administration Trump essaie désespérément de produire plus d'armes, plus d'armement. Ils font tout en ce moment, André. D'après ce qu'on a appris du côté iranien, si la guerre s'intensifie, l'un des commandants iraniens a dit qu'un missile hypersonique tiré d'Iran vers Israël mettrait, disons, 6 à 7 minutes pour atteindre sa cible. Et est-ce qu'il existe un système de défense aérienne en Israël ou quelque chose du genre? Que peuvent faire les États-Unis avec ce qui se passe sur les bases aériennes du Golfe Persique? Ils ne les ont plus. En Jordanie, c'est pareil. Et en Israël, certaines cibles ont été touchées. Je ne sais pas. Comment tu vois la situation en Israël? Parce qu'Israël a déclaré, les médias israéliens l'ont dit aujourd'hui, qu'ils sont prêts à riposter. Oui, enfin, on ne peut pas vraiment prendre au sérieux quoi que ce soit qui vienne de ce pays, en fait. C'est un régime terroriste, tout simplement. Ils mentent tout le temps. Ils agissent aussi dans l'ombre. Ils cachent tout. Ils censurent tout parce que ça les arrange. Mais leur seule vraie compétence, c'est le génocide. D'abord, je veux corriger quelque chose. L'Iran n'a pas d'armes hypersoniques. Personne n'a de vraies armes hypersoniques. Ce que l'Iran possède, c'est la même chose que certains autres pays, c'est-à-dire des ogives balistiques, un peu manœuvrables. Par définition, surtout s'ils suivent une trajectoire balistique classique, puisqu'il s'agit de missiles de portée intermédiaire, ils atteignent ce qu'on appelle des vitesses hypersoniques. L'Iran, en théorie, et je pense qu'ils ont cette technologie, peut aussi lancer un engin sur une trajectoire balistique abaissée. Ces engins-là sont très rapides, ne vous y trompez pas. Mais encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ce que signifie vraiment hypersonique. Cela dit, même ce que possède l'Iran suffit à percer n'importe quel système que les États-Unis ont aujourd'hui. On ne parle pas d'Israël, parce que la défense aérienne israélienne, c'est en réalité celle des États-Unis. Tous ces systèmes israéliens, comme la Fronde de David et le reste, ce sont des produits Boeing, Lockheed et Raytheon.
old Boeing, Lockheed, and Raytheon just, change shields. Il suffit, tu vois, de changer les plaques, les étiquettes, de fabriquer aux États-Unis à fabriquer en Israël. C'est à peu près tout. Ils sont sans défense, et en gros, l'Iran peut percer quand il veut. Et il faut qu'on regarde ça de près, dès le départ. Je veux redire tout de suite, je ne sais pas encore ce que ce pasteur raconte encore une fois, toutes sortes de choses idiotes. Alors d'abord, non, leur efficacité n'est pas de 4%. Il faut déjà distinguer contre quel type de cible ils opèrent. Le PAC-3, ce n'est pas 4%. Ils arrivent quand même à intercepter certaines choses, comme des missiles balistiques primitifs. Parfois, ils y arrivent. Ils peuvent encore abattre des cibles aérodynamiques de type subsonique. Donc, vous savez, des avions ou évidemment des drones, comme le Shahed à longue portée dans ce cas. Certes, ils arrivent à suivre la trajectoire, à verrouiller la cible et parfois, oui, ils en abattent. Ce n'est pas 4%. C'est plutôt, comme je l'ai déjà dit, entre 20 et 30%. C'est toujours pathétique. Ne vous y trompez pas, c'est pathétique, mais ce n'est pas 4%. Et même si on considère que c'est entre 20 et 30%, ça veut dire qu'ils restent sans défense. En gros, ils ne peuvent même pas atténuer, ni freiner, aucun type d'attaque. Et l'Iran peut frapper, avec ce genre d'attaque complexe, n'importe quelle cible aux États-Unis ou en Israël, dans la région. Et oui, si vous abattez, disons, 2 missiles sur 10, vous finissez quand même pulvérisé, en gros. Et on le voit bien. Regardez les vidéos d'aujourd'hui. Depuis Bahran, ils en ont probablement abattu un seul. Les autres ont juste continué leur trajectoire et ont explosé sur la cible. Et oui, c'est ça que fait l'Iran. Ils ont la technologie pour contourner ça. Parce qu'en plus, les États-Unis n'ont pas de défense aérienne vraiment fonctionnelle. Personne n'en a d'ailleurs. Même l'OTAN non plus. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc dans ce cas, cette efficacité, ou plutôt ce manque d'efficacité, c'est clairement une faiblesse stratégique. Ça passe d'une opération tactique sur le terrain à une faiblesse stratégique. Et donc, c'est justement l'un des points auxquels ils n'ont jamais réfléchi. Parce que tout le concept de la défense aérienne américaine repose sur un assemblage un peu aléatoire de systèmes comme les NASAMS et les PAC-3. Ah oui, on a l'armée de l'air. Bien sûr. Bonne chance pour utiliser l'armée de l'air comme défense aérienne. Ils pensaient pouvoir faire du SEAD, la suppression des défenses aériennes ennemies contre un adversaire comme l'Irak, qui, à l'époque, avait un système de défense aérienne datant d'avant la guerre de sécession américaine. Enfin, de 1861, quelque chose comme ça. Ah oui, on a supprimé la défense aérienne. Non, pas du tout. Et même là, ils ont eu des problèmes. Alors imaginez, face à un pays moderne, technologiquement avancé, avec une vraie capacité industrielle, comme l'Iran, eh bien, ils continueront à faire exploser des choses aussi longtemps qu'il le faudra. André, qu'en est-il des capacités des États-Unis à produire de nouveaux missiles? Peut-être des missiles hypersoniques? Non. Non, il faut bien comprendre ça. Ce qu'on entend partout, ce qu'on lit dans les médias, c'est que les États-Unis sont très loin de développer de véritables armes hypersoniques. Je pense qu'ils ont mis mal à l'aise pas mal d'officiers de l'état-major russe et du ministère de la Défense, comme M. Exer, lors de sa visite sur un des sites d'essai, a assisté à la présentation de cette arme hypersonique à longue portée. Et là, tout à coup, on découvre que cette arme, soi-disant à longue portée, pèse 13 kilos. Vous vous souvenez de ce passage dans L'espion qui m'a tiré? Le docteur Denfer, joué par Mike Myers, qui dit « Vous allez devoir me donner $1 million ». Et tout le monde à l'ONU éclate de rire, parce que, franchement, $1 million aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose. Eh bien, c'est pareil ici. Une ogive de 13 kilos? Vous vous moquez de moi? Il ferait mieux de charger un canon de 155 mm et d'essayer de l'amener sur la ligne de front.
5 mm gun and try to bring it to the front line. And so this is what we have. I mean, Voilà où nous en sommes. En fait, tout tourne autour de la capitalisation, du rendement financier. Ça ne veut pas dire que les États-Unis n'ont pas de bons ingénieurs ou de bons concepteurs. Bien sûr que si. Qu'on ne s'y trompe pas, il y a encore des gens très compétents. Certaines de leurs écoles de sciences et de technologie sont parmi les meilleures au monde. Ce sont vraiment d'excellentes écoles qu'on ne s'y trompe pas. Quand je parle de la Ivy League, je parle surtout des diplômes en sciences humaines. En gros, ce sont des usines à diplômes, c'est ce que c'est. Mais les écoles de mathématiques, de physique et ce genre de domaine, elles ne sont pas mauvaises du tout. Et évidemment, les États-Unis disposent d'une des meilleures, sinon de la meilleure, base de laboratoire au monde. Le problème, c'est le système lui-même. Le mécanisme, si on veut, est conçu de telle manière qu'il est évident pour tout le monde que ces armes sont fabriquées comme des produits commerciaux. Et maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé pendant plus de 40 ans, et même avant, on se retrouve soudain avec cette situation où, mon Dieu, on est resté bloqué dans les années 90. Oui, les années 90, ça fait 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ce truc, le Tomahawk, hein? Combien de versions déjà? Bloc 4, Bloc 5? Oui, ils ont un peu amélioré l'antenne, un peu amélioré je sais quoi, l'INS, le GPS, tout ça. D'accord, très bien. Le problème, c'est que la défense aérienne moderne, elle, avance à une vitesse folle. Parce que même les Syriens, souvenez-vous, en 2018, sur 100 Tomahawk et JASSM, 79 ont été abattus par la défense aérienne syrienne, évidemment avec l'alerte précoce donnée par les Russes. Et voilà, c'est ça la guerre moderne. Et ils n'arrivent toujours pas à le comprendre. Ils continuent à développer ce truc. Ils réfléchissent juste assez. Et puis bien sûr, regardez le F-35. Vous avez lu le dernier rapport du Government Accountability Office, celui de juillet 2020. C'est en gros la description d'une catastrophe technologique. Et peuvent-ils y changer quelque chose? Non, parce que c'est le complexe militaro-industriel congressionnel médiatique. Une porte tournante avec toujours les mêmes personnes, corrompues jusqu'à la moelle, qui ne se soucient que de quoi? Des actionnaires, de la capitalisation et de faire de l'argent. La vraie guerre, ils n'en ont jamais vu. De vraie guerre. Vous savez, quand quelqu'un me dit « Oui, c'était une vraie guerre, on a vaincu l'Irak, s'il vous plaît ». L'Afghanistan, c'était juste une opération de police à haute intensité. C'est à peu près tout. Et même ça, ils l'ont perdu. Voilà ce qu'on observe aujourd'hui avec l'Iran. Et encore une fois, opération militaire spéciale.